Nous venons d'apprendre que les États-Unis viennent de classer les organisations criminelles PCC et Commando Vermelho comme organisations terroristes. Il déclare donc ici le Commando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital comme organisations terroristes dans les deux classifications. Et nous revenons sur la décision du gouvernement américain de classer le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes internationales. Bonjour et bienvenue au département 2. Peu après que les États-Unis ont officiellement désigné le PCC et le Commando Vermelho comme organisations narcoterroristes, une forte activité dans l'Atlantique a été signalée par le commandement Sud. Un bunker dans la zone sud de Rio de Janeiro a été identifié par le commandement Sud comme l'une des principales cibles de l'offensive américaine. La maison se trouve en haut de la favela de Vidigal, dans la zone sud de Rio, dans un quartier qui possède des attractions touristiques. Il y a 3 étages avec 8 chambres, une piscine et un barbecue. Et 3 caméras de sécurité enregistrent une grande partie des allées et venues des clients. Cet espace qui fonctionne comme un véritable refuge pour les criminels abrite des fugitifs d'autres États. Et il met clairement en évidence la faillite de la politique de sécurité publique nationale qui, depuis des décennies, n'apporte pas de résultats concrets. Lorsque la sécurité publique, comme l'a bien rappelé Jussara, et vous l'avez également dit, est le point qui préoccupe le plus l'électeur, cela signifie que l'électeur a peur. Il a peur dans les grandes villes comme à l'intérieur du pays. Cela montre aussi l'échec de l'État brésilien contre la criminalité. C'est un fait. À un autre endroit, les policiers ripostent à l'offensive des criminels. Ils tirent sur les trafiquants. La décision de qualifier les factions brésiliennes de narcoterroristes ouvre la voie aux Américains pour mener des attaques unilatérales contre des navires et des structures liées au crime organisé. C'est quelque chose de sans précédent dans l'histoire récente du Brésil. L'annonce faite par le secrétaire d'État, Marco Rubio, a provoqué une véritable panique au palais du Planalto, exposant la fragilité de la position du gouvernement brésilien face aux factions. Au lieu de soutenir le bouclier des Amériques et de unir ses forces contre le narcoterrorisme, le président brésilien tente de discréditer les actions des États-Unis, donnant l'impression que combattre le PCC et le Commando Vermelho en tant que narcoterroristes serait préjudiciable au pays. Cette posture isolationniste place le Brésil dans une situation délicate, précisément au moment où le commandement Sud se prépare à des opérations jamais vues sur le territoire national. Le contraste entre la mobilisation nord-américaine et l'hésitation brésilienne met en évidence une lacune stratégique. Mais nous pourrions désormais assister, pour la première fois dans l'histoire, à une attaque véritablement massive contre les factions qui terrorisent la population et violent la souveraineté du pays depuis des décennies. Ici, c'est seulement pour ceux qui habitent à Rio. Il essaie de travailler. Voilà, regarde. Je ne sais pas. Tout le monde par terre. C'est la guerre, putain. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Le désespoir montré par le président brésilien dans son discours, juste après la désignation du PCC et du Commando Vermelho comme organisation narcoterroriste, a révélé une attitude considérée même comme étrange. Je suis très triste aujourd'hui d'apprendre que le secrétaire des États-Unis d'Amérique du Nord, un certain Marco Rubio, a dit que les États-Unis, que nos criminels ici sont des terroristes et que les Américains peuvent intervenir. Ce ne sont pas les terroristes que Trump veut. Trump veut Osama Bin Laden, qui est je ne sais qui, et nous voulons les terroristes brésiliens qui sont là-bas. Il sait que les armes introduites en contrebande au Brésil proviennent des États-Unis. Les armes viennent de là-bas. La police fédérale a remis un document à Trump. Dans sa tentative d'empêcher à tout prix les États-Unis d'agir contre le crime organisé dans le pays, le président a même montré des signes de nervosité, allant jusqu'à manquer d'air pendant son discours.
Cette réaction met en évidence la résistance du gouvernement actuel à accepter que la classification faite par les Américains puisse représenter une avancée significative dans la lutte contre les factions. Surtout parce qu'elle ouvre la voie à des mesures plus strictes et coordonnées contre le trafic international. Les deux classifications annoncées par le département d'État ont des implications distinctes et de grande portée. La désignation de terroristes mondiaux spécialement désignés implique le gel immédiat des avoirs et l'interdiction de toute transaction financière ou commerciale impliquant des personnes ou des entités liées aux factions. Quant à la classification en tant qu'organisation terroriste étrangère, elle rend illégal le fait de fournir un soutien matériel ou des ressources à ces groupes, en plus d'empêcher l'entrée de leurs membres aux États-Unis et de permettre des expulsions dans certaines circonstances. Ces mesures ont déjà été appliquées auparavant contre le Tren de Aragua au Venezuela et contre le cartel de Sinaloa au Mexique. Cela a abouti à des opérations directes qui ont même impliqué la capture de Nicolás Maduro à Caracas et des attaques létales menées avec le soutien de la CIA contre des membres des cartels mexicains. Et il perd? Oui, il paie. Il fait un paiement pour pouvoir rester à la Rocinha. Dada aussi. Il a aussi payé le loyer de la maison. Mais si... Non. Tu n'as pas besoin. Là, le bouc... Le sien est... Vénère, hein? D'accord. La découverte d'un club de criminels à Rio de Janeiro et l'enquête qui a révélé plus de 250 stations-service appartenant au PCC. Cela renforce la perception que les structures du trafic opèrent librement dans des zones urbaines stratégiques, mettant en danger la population locale et la souveraineté du pays. Les bandits ont trafiqué du carburant dans 2500 stations-service, rien qu'ici dans l'état de São Paulo. Si on ne compte que la capitale, cela fait 2000 stations-service là. Regardez le danger. Ces stations-service vendaient du carburant avec 90% de méthanol en plus que la limite autorisée. Mes amis, je parle d'un produit hautement inflammable et toxique. Ce n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour votre santé et c'est aussi très mauvais pour votre voiture. Le résultat de cela, c'est une consommation élevée qui pèse aussi sur ton portefeuille. Ceux qui ont tenu jusqu'à la semaine prochaine, tant mieux. Les autres n'échapperont plus. Face à ce scénario, la possibilité d'une action coordonnée entre le commandement sud et les forces de police brésiliennes augmente, sans qu'il soit nécessaire d'avoir le soutien direct du Planalto. Bien que certains spécialistes affirment que les factions brésiliennes ne correspondent pas au concept de narcoterrorisme, les pratiques du PCC et du Commando Vermelho démontrent le contraire. Ces organisations ont déjà mené des attaques coordonnées contre les forces de police, incendié des bus et des bâtiments publics, provoqué des émeutes dans les prisons et perpétré des attentats qui ont semé la terreur dans des villes entières. L'estimation du nombre de fusils actuellement aux mains des factions criminelles, qu'il s'agisse de trafiquants ou de miliciens, est sous-estimée. On parle d'environ 26 500 fusils d'assaut sans compter les pistolets. Multipliez cela par 50 000 ou 70 000 raies, disons 70 000 raies, cela fait environ 1,855 milliard de raies, rien qu'en armes, rien qu'en fusils. De telles actions ne se limitent pas au trafic de drogue, mais constituent des stratégies typiques de groupes terroristes qui cherchent à déstabiliser l'État et à imposer la peur à la population. Est-ce que Donald Trump se soucie de savoir si les politiciens brésiliens vont qualifier le trafic de Rio de Janeiro de terroriste ou non? Si Donald Trump veut envahir, il le fera de toute façon. Il s'en fiche complètement. Comment les Brésiliens vont-ils définir cela? Comment vont-ils conceptualiser cela? La question est la suivante. Qu'est-ce que le terrorisme? Le Commando Vermelho pratique-t-il le terrorisme? Je pense que oui. L'analyste en sécurité Alessandro Visacro pense que cette mesure ouvre des options pour le gouvernement américain.
Cette classification du PCC et du CV comme organisation terroriste crée en réalité un éventail d'options qui donne plus de flexibilité au gouvernement américain pour agir. Ces options vont des sanctions économiques au blocage des biens de personnes présumées ou avérées liées à ces organisations. Cela permet aussi, d'une certaine manière, aux États-Unis d'exercer une pression politique sur l'État brésilien et, dans un cas plus extrême, même la possibilité d'utiliser la force, d'employer certains éléments de force à l'intérieur du territoire national ou en dehors du territoire national contre des biens, des personnes ou des membres de ces organisations criminelles. La qualification de narcoterroriste, donc, trouve son fondement dans les propres pratiques adoptées par ces factions. Outre l'aspect militaire et juridique, la qualification américaine a un impact direct sur le contrôle économique des organisations criminelles. En bloquant les actifs et en empêchant les transactions financières, les États-Unis frappent au cœur de la structure qui soutient le pouvoir des factions, impactant le flux d'argent provenant du trafic et des activités illicites. Penser que cela ne soit pas bénéfique pour le Brésil ne semble pas raisonnable, car affaiblir financièrement le PCC et le Commando Vermelho signifie réduire leur capacité à corrompre les autorités, à acheter des armes et à étendre leur influence. Dans ce sens, la mesure nord-américaine peut représenter une opportunité pour le Brésil d'aligner sa politique de sécurité publique sur un effort international plus large et plus efficace. Le commandement sud des États-Unis possède des capacités militaires hautement avancées, qui peuvent être utilisées pour freiner l'avancée des factions brésiliennes. Au cours des dernières années, plusieurs entraînements conjoints ont déjà eu lieu entre les forces de police brésiliennes et les militaires américains, créant ainsi une base solide d'alignement stratégique. Ces opérations de coopération ont inclus des exercices de combat urbain, d'interception maritime et des missions de renseignement. Cela démontre que l'intégration entre les forces des deux pays ne serait pas un obstacle à des actions coordonnées entre les forces de sécurité. Cette expérience préalable ouvre la possibilité que des opérations conjointes soient menées même sans la connaissance directe du gouvernement fédéral. Étant donné que l'actuel président brésilien, durant tous ses mandats, a toujours montré qu'il était totalement opposé à l'intégration du pays dans des coalitions internationales de sécurité. Je ne veux pas que les forces armées, vous savez, soient dans les favelas à se battre contre des criminels. Ce n'est pas le rôle des forces armées. Et tant que je serai président, il n'y aura pas d'opération de garantie de la loi et de l'ordre. Regardez ça, je n'aurais jamais pensé vivre une situation pareille. Une jeune femme avec un enfant ici, regardez. Parmi les groupes d'élite américains qui peuvent être déployés contre le PCC et le Commando Vermelho, les Marine Raiders se distinguent par leur expertise dans les opérations d'infiltration et de combat en milieu hostile. Reconnus pour leur capacité à agir de manière discrète et efficace, ils ont déjà participé à des missions dans différentes parties du monde, comptant toujours sur le soutien des forces locales pour garantir une plus grande efficacité. Cette combinaison de technologie, de formation avancée et de coopération avec les unités brésiliennes crée un scénario dans lequel des actions d'infiltration contre les bunkers et les structures du trafic pourraient être menées avec une précision chirurgicale. La présence des Marine Raiders, qui opèrent déjà avec le commandement Sud, renforce l'idée que le bouclier des Amériques est prêt à affronter le narcoterrorisme sur n'importe quel territoire d'Amérique latine.
Lorsque les États-Unis définissent des organisations comme narcoterroristes dans un autre pays, immédiatement, des agents de la CIA sont mobilisés pour des opérations d'infiltration clandestine, de sabotage, de guerre psychologique et de cooptation d'agents locaux, dans le but de déstructurer ces factions de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce processus est mené de manière secrète, sans préavis et à l'insu du gouvernement local, ce qui garantit une plus grande précision des informations transmises aux militaires avant toute offensive. Ce modèle a déjà été appliqué avec succès dans différentes régions du monde, comme en Colombie, contre les FARC en Afghanistan, contre les cellules des talibans, et au Mexique, contre le cartel de Sinaloa. Cela démontre que la combinaison entre le renseignement et l'action militaire coordonnée peut aboutir à des opérations hautement efficaces contre les organisations criminelles et terroristes. Si vous souhaitez regarder une vidéo spécifique sur la façon dont la CIA pourrait agir au Brésil après cette décision des États-Unis, laissez un commentaire ici. Mais profitez-en car cette promotion avec 40% de réduction est pour une durée limitée. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!